À bord de cet appareil, 4 hommes s'apprêtent à relever un formidable défi. Le 17 juin, ils décolleront de l'aéroport du Bourget pour tenter de battre un record vieux de près de 50 ans, celui établi par Howard Hughes. En 1938, l'aviateur intrépide réussissait un exploit qui allait le faire entrer dans la légende. Boucler un tour du monde par l'hémisphère nord, de New York à New York, via Paris, la Sibérie et l'Alaska, en 91 heures, 17 minutes et 10 secondes. Il aura fallu un demi-siècle pour qu'avec un avion quasi identique à celui d'Howard Hughes, le Spirit of JNB, 4 aventuriers s'attaquent au fabuleux record. Commandant de bord sur 737, Patrick Fourtic accumule dans le civil les exploits sportifs. Plusieurs fois champion du monde du LM, navigateur sur le Paris-Dakar, il est constamment en quête de records à battre. Le Spirit of JNB suivra exactement l'itinéraire emprunté par Howard Hughes. Une incroyable course contre la montre, longue de 23 852 km. Howard Hughes, producteur de films et génie de l'aviation, a commencé son tour du monde. On voit ici les derniers préparatifs avant le raid sur le terrain de Floyd Bennett Field. L'aviateur et ses 4 coéquipiers vont monter dans la carlingue. Le départ est imminent. Lundi, à minuit 20, heure française, l'appareil décollait. De tout temps, comme Howard Hughes, des hommes ont tenté de repousser plus loin encore les limites du possible. Sur terre, sur l'eau, dans les airs, ces challengers font rimer aventure avec vitesse et courage. C'est une lutte perpétuelle contre le temps, contre un temps établi un jour pour être battu un autre jour. Chabot et Trémoulet arrivent premiers sur Delahaye, marque qui s'adjuge les 2 premières places du classement général et de la catégorie 5 litres. Si tu freines, t'es un lâche. Salut, c'est Hubert Auriol. Après la moto Copilote navigateur sur le Spirit of JNB, Hubert Auriol est l'homme qui a donné à la moto et surtout au Paris-Dakar, qu'il a remporté 2 fois, leur lettre de noblesse. Passionné de sport mécanique, il ne tarde pas à découvrir l'ULM, puis, logiquement, l'avion. L'intérêt de partir avec cet avion, c'est quand même de redécouvrir ce qu'ont vécu les pionniers de l'aviation. Et je crois que Howard Hughes, quand il est parti pour un tour du monde, c'était une véritable aventure. On va essayer de revivre ça. Au volant, 2 anciens vainqueurs des 24 heures, l'allemand Klaus Ludwig et Henri Pescarolo, déjà 3 fois vainqueurs au Mans. Les 24 heures du Mans, il les a remportés 4 fois. Henri Pescarolo a passé son brevet de pilote d'avion à 17 ans. Avec Fourtic et Auriol, il partage sa passion pour tout ce qui vole. Bon, c'est effectivement l'aspect compétition qu'il y a dans ce challenge JNB qui m'intéresse parce que cette lutte qu'on va mener contre Howard Hughes 50 ans après, c'est ça qui est passionnant. La base de notre équipe, Patrick Fourtic, Hubert Auriol et moi-même, c'est l'amitié. Nous sommes connus d'abord dans le Paris-Dakar, ensuite nous avons été réunis par Patrick pour faire une équipe de course en ULM et tout naturellement on s'est retrouvés tous les 3 pour cette nouvelle grande aventure que sera le projet donc, de battre Howard Hughes sur un tour du monde. Dernier de la bande des 4 et loin d'être le moins important, l'ingénieur mécanicien canadien Arthur Powell. Je volais 3 fois par semaine à Miami, dans les Bahamas, les îles Vierges. Et le reste du temps, j'étais sur la plage, ou bien je travaillais sur des Learjets. Et tout d'un coup, Patrick Fourtic est arrivé et il m'a dit de venir en France pour un tour du monde. Être pilote de ligne maintenant, c'est le contraire de l'aventure. Je suis arrivé dans ce métier, comme beaucoup, par les récits des exploits des anciens. Et la génération dont je fais partie a probablement été frustrée de ne pas connaître ces belles heures de l'aviation. Et donc j'ai la chance de pouvoir les revivre. Et c'est probablement pour ça que je me suis lancé dans cette aventure Howard Hughes. La passion sans mesure de Howard Hughes pour l'aviation, on la retrouve bien sûr au cinéma. À 22 ans, en 1937, il produit et réalise lui-même l'un des premiers films parlants, Hell's Angels, un film au budget colossal, le plus cher de l'époque, pour lequel Howard Hughes réunit une escadrille d'une centaine d'avions de la Première Guerre mondiale.
Moi, ce qui me fascinait quand même chez Hughes, c'est de ce contraste un peu qui existe chez l'homme qui est d'abord pilote, qui est en même temps producteur de cinéma, et puis qui quand même laisse pas les autres essayer ses avions, parce que quand on voit ça, c'est clair, je veux dire, c'était lui qui montait à bord et il laissait à personne le plaisir de découvrir des nouvelles sensations à bord de ses avions. Quand il a voulu établir le record, le coast to coast, c'est-à-dire la traversée des États-Unis d'un océan à l'autre, ben c'est lui qui l'a fait, je veux dire. Bon, et ça, je trouve que c'est assez fascinant. De record en record, Howard Hughes établit celui de la traversée des États-Unis en 1936, 9 heures et 27 minutes de la Californie au New Jersey. Un an plus tard, il réduit encore son propre temps de 2 heures. Sa vie est une suite ininterrompue de paris insensés et il entend bien ne pas en rester là. Il ne s'agit pas de faire le tour du monde avec un Boeing 747, il s'agit de faire le tour du monde avec un avion quinquagénaire, un avion qui a fait ce même tour du monde avec un homme très célèbre. Donc c'est une réédition de cet exploit. On veut un peu aller sentir ce qu'a connu Howard Hughes, ce qu'a pu sentir également Howard Hughes. Ça n'a absolument rien à voir avec traverser l'Atlantique en Boeing 747 ou faire le tour du monde avec un avion de ligne, c'est sûr. À la moyenne horaire de 350 km. On sait qu'Howard Hughes s'attaque au record de vitesse du Tour du Monde, détenu jusqu'ici par l'aviateur Wiley Post, qui en 1933 couvrit les 25 000 km du parcours en 7 jours, 18 heures, 49 minutes et demie. En octobre 86, quand Patrick Fourtic l'a découvert sur un petit terrain des environs de Miami, le futur Spirit of JNB était presque une épave qui servait à l'occasion au transport de volailles. Après 2 ans de recherche, Patrick Fourtic tenait enfin un appareil identique à celui d'Howard Hughes. Je ne savais pas du tout ce que voulait dire reconstruire un avion. En démontant l'avion, on s'est aperçu qu'il avait besoin de sérieuses réparations. Il y avait beaucoup de travail à faire, surtout. C'est un avion de 1938 et sans le carnet de bord, il est très difficile de saisir exactement ce qui a été fait, quelles modifications ont été apportées, et il est difficile de trouver des pièces détachées. Souvent, on a eu des problèmes quand une des pièces ne correspond pas vraiment. De novembre 86 à février 87, il faudra quelques 5000 heures de travail pour faire du vieux coucou de 50 ans un avion capable de rivaliser avec celui flambant neuf de l'aviateur américain. En aviation, par contre, on n'est jamais à la limite de l'avion. C'est toujours des marges de sécurité qui sont très larges, sauf dans certaines occasions, et c'était le cas de Howard Hughes dans son record autour du monde. Car la longueur des étapes force à certains moments à décoller au-delà des limites, c'est-à-dire en surcharge pour pouvoir effectuer les étapes. Donc là, il y a aussi un domaine à explorer, que Howard Hughes a exploré en premier, que nous devons réexplorer un petit peu, car nous sommes très loin au-delà des limites calculées de l'avion. Et c'est dans ce domaine que ça se rapproche un petit peu de la course automobile. L'avion, il est resté très performant parce que dans les avions à moteur à piston, il n'y en a aucun qui soit plus rapide, même dans les avions très modernes. Alors effectivement, il y a le Concorde qui fait l'Atlantique en 3h30. Mais disons qu'on utilise encore beaucoup des avions à moteur à piston dans l'aviation de tourisme, de loisirs. Et le Lockheed était tellement à son avance en 38 que même maintenant, il reste tout à fait compétitif et le record est imbattable avec un autre avion. Fin février, les dernières couches de peinture. Le Spirit of JNB est prêt et arbore fièrement la liste des étapes qui vont jalonner sa course contre la montre. Moscou, Omsk, Yakoutsk, Fairbanks, Minneapolis, New York et enfin Paris.
runway 30, wind 310, 15 knots. 31015, taxi runway 30, Dans cette folle aventure, à avion semblable, ce sont les hommes qui feront la différence. Reste donc au commandant de bord, aux deux copilotes navigateurs, à l'ingénieur mécanicien, à s'habituer à l'appareil, à en découvrir tous les secrets. Et les vols d'entraînement succèdent aux vols d'essai. C'est un grand plaisir, c'est un grand luxe aussi pour un pilote de jet d'avoir la possibilité de piloter un avion comme ça. C'est aussi un apprentissage, il faut réapprendre des vieilles valeurs qu'avaient les anciens, des méthodes, je dirais même des trucs, etc. Bon, il faut se réimprégner de tout ça, mais ça fait partie de l'aventure, c'est du plaisir aussi. Et là, il faut faire 2,5 degrés à gauche pour revenir desserrer. Apparemment, les 5000 heures de travail ont porté leurs fruits, puisque dans tous les vols d'essai qu'on a fait en Europe, on n'a eu aucun problème technique. Bon, ça, c'est important. Ensuite, sur le plan du pilotage, je commence à l'avoir à peu près en main. C'est un avion qui est dur à piloter, qui est difficile, qui est délicat, mais c'est ça qui est passionnant. Et je crois que maintenant, il est bien au point pour nous emmener pendant 80 ou 90 heures autour du monde. Governor can't keep up. It doesn't know what to do. Finish the trip is what I'm waiting for, especially. Ce que j'attends, c'est l'arrivée. Je serai vraiment content quand ce sera fini. When we land back in Paris, quand on arrivera à Paris, quand on atterrira, ça sera un beau jour. Le plus beau de ma vie. Do a lot of damage. Tu regardes le nombre de degrés à droite. L'avion est resté le même, donc les problèmes en l'air sont les mêmes qu'en 1938. Et c'est sûr que si on a des moyens de navigation qui seront peut-être un peu plus sophistiqués, il ne faut pas oublier que tous les aviateurs du monde ont un ennemi commun qui est la météo. Et c'était d'ailleurs la phrase de Hughes à New York à l'arrivée de son corps. L'appareil touche le sol avec la même grâce et la même étonnante facilité qu'au décollage. Et le vol épique a pris fin. Presque 15 000 miles, la Sibérie, l'Alaska, Minneapolis. Et maintenant, enfin de retour. Fatigué, oui, mais heureux. Et le lendemain, c'est au tour de Broadway d'être en fête à l'occasion de l'arrivée à New York du glorieux équipage. Assis sur la capote d'une voiture, Howard Hughes et deux de ses coéquipiers répondent aux acclamations de la foule en délire. Dans le monde entier, les pilotes parlent la même langue, celle de l'aviation. Tous ont eu les mêmes problèmes. Tous ont ressenti l'excitation du premier vol, perdus dans le brouillard. Tous, à un moment ou à un autre, sont restés bloqués et ont cru que c'était la fin. Chaque fois que j'ai vu des pilotes ensemble, quelle que soit leur race ou leur pays, ils étaient chaleureux. Il y a une sorte de fraternité qui les lie. Quelque chose qui dit « Tu es peut-être polonais et je suis anglais, mais nous sommes deux pilotes. » Mon message aux pilotes du monde entier est le suivant. Que le mauvais temps soit notre seul ennemi. C'est largement suffisant. Le message de Howard Hughes, Patrick Fourtic, Henri Pescarolo, Hubert Auriol et Arthur Powell l'ont reçu 5 sur 5. Près de 50 ans après, à bord du Spirit of JNB, il relève le défi.